Bienvenue, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs. Vous êtes bel et bien sur votre émission Objectif Zéro. Objectif Zéro, conçu et préparé avec le concours du réseau ANIL for PSD, African Network of Young Leaders for Peace and the Sustainable Development, votre première chaîne d'info 7 News. Objectif Zéro vous entraîne dans les méandres et les objectifs d'un développement durable tels que conçus par les Nations Unies. Le programme se veut donc un échange de partage d'expériences avec les citoyens du monde. Pour cette deuxième sortie, nous serons en compagnie de deux dames sur le plateau qui seront comme nos personnes ressources. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique globale, une thématique liée à la santé. Au-delà des tabous de la santé reproductive. Nous allons donc revenir sur ce plateau après ce court instant de break, tout à l'heure. Bienvenue à nouveau si vous nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Toute Info, 7 News. Le programme c'est Objectif Zéro. Zéro comme c'est 17 objectifs de développement durable. Alors, comme je vous le disais, à ma droite, nous avons Adjara Abdoulaye, leader d'association. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. À ma gauche, nous avons Foyette Djaratou, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Spécialiste en santé publique. Oui. Je vais vous prendre à chaud avant d'entamer véritablement cette émission. Qu'est-ce qu'on entend par la santé publique? Qu'est-ce que vous faites réellement dans la santé publique? Avant d'aborder le thème de notre émission. Je suis consultante en santé publique. La santé publique est un domaine qui est très vaste. Donc dans la santé publique, nous avons la santé de reproduction comme le thème d'aujourd'hui sur lequel nous allons discuter. Il y a le VIH que nous tous nous connaissons. Il y a les préventions de maladies. Il y a la lutte contre la maladie. Il y a plein de choses. Plein de choses, comme vous le dites. Plein de choses. C'est un domaine qui est très vaste. Je vais également introduire notre deuxième invitée, celle-là qui est leader d'association. Oui. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Bon, je suis président de l'association de jeunes Welcome to VIP et je fais dans la santé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la santé reproductive. Oui. Dans la santé reproductive, nous avons les plannings familiales, contraception, nous avons presque beaucoup. Parlons également aussi de VIH-Sida. Ok, comme je vous le disais à l'entame de notre émission, les problèmes majeurs de la santé de reproduction et des adolescents qui pourront nous intéresser aujourd'hui, nous avons premièrement les rapports sexuels précoces, nous avons les grossesses précoces non désirées, nous avons les infections sexuellement transmissibles, les mariages précoces, également les violences sexuelles beaucoup plus faites aux femmes. Donc vous comprenez avec nous que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la jeunesse beaucoup plus féminine. Qu'est-ce que vous pouviez déjà nous donner comme information concernant la santé reproductive? Nous pouvons dire que la santé reproductive est un mécanisme de procréation. Donc tout ce qui a trait à la procréation et au fonctionnement de l'appareil reproducteur, tant masculin que féminin, à tous les stades de la vie. Donc c'est tout ce qui a trait, tout ce qui se rapporte à la procréation. Nous avons les préventions, nous avons les luttes contre la maladie, la prévention des maladies et tout ça. Oui, est-ce qu'on peut faire donc une différence entre la santé reproductive et la santé sexuelle? Parce qu'on a l'impression que ces deux notions s'entremêlent un peu. On peut dire que c'est presque la même chose, santé de reproduction et santé sexuelle. Mais santé sexuelle est plus spécifique.
Donc, c'est un cadre plus spécifique. Dans la santé sexuelle, on peut parler des rapports sexuels, on peut parler des contraceptions, on peut parler des infections sexuellement, des infections sexuellement transmissibles, on peut parler du VIH-Sida. Bon, on peut dire que c'est la même chose, mais la différence est dans ces éléments, que je viens juste de citer là. Okay. Nous irons donc dans un cas pratique. Nous avons observé que près de 28% des décès maternels au Cameroun, par exemple, surviennent chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Et études faites, nous constatons que les régions du Grand Nord, autant pour moi, sont les plus concernées par cet aspect de choses. Vous, Madame Adjara Abdoulaye, est-ce que au Grand Nord, vous pouvez essayer de nous donner des exemples, des clichés sur le terrain? Comment ça se vit là-bas au Grand Nord? Les jeunes femmes qui sont porteuses de grossesse avant 12 ans, 11 ans, elles sont jeunes mamans avant le temps. Comment ça se passe là-bas? Est-ce un problème culturel? Oui, c'est un problème culturel. Donc, un problème culturel, c'est-à-dire mariage précoce. Oui. Mariage précoce, c'est-à-dire le papa donne à sa fille à partir de 12 ans chez un homme. On dit que la fille atteint 12 ans, elle est déjà destinée pour le mariage. On lui donne déjà chez son mari. On dit que tu as déjà ton mari, il faut que tu passes chez ton mari. Tu as déjà un mari, il faut aller déjà chez ton mari. Arrivé là-bas, le mari ne voit pas que tu es une petite. Il te prend comme une grande femme et là, il te fait la grossesse. Après ça, tu pars, tu accouches les enfants morts-nés. Les enfants morts-nés, vous dites? Oui, les enfants, c'est-à-dire extra. Les enfants extra liés au manque. Oui. Parce qu'à ce stade-là, on a l'impression que l'appareil. Oui, l'appareil génital de la femme n'est pas encore bien mûr. Ok, je vais m'adresser à vous, spécialistes en santé publique, madame. Comment peut-on expliquer ce phénomène? Est-ce que véritablement à cet âge-là, la jeune fille est déjà en mesure de pouvoir procréer? À l'âge de 12 ans. À 12 ans, 11 ans, 10 ans, comme ça se voit dans le Grand Nord. On peut dire qu'à cet âge-là, les organes génitaux, l'appareil génital de la femme est encore en train de se développer. En train de se construire. Oui, il est en train de se construire, c'est un stade évolutif. Donc la jeune fille peut concevoir. Elle peut concevoir, elle peut même accoucher. Donc comme vous avez dit tantôt, procréer, mais avec beaucoup de difficultés. Oui. Avec beaucoup de difficultés parce que ici, tous les organes ne sont pas encore matures. Tous les organes génitaux ne sont pas encore matures. Ils sont à un stade évolutif, à un stade de développement. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de risques. À vous entendre parler, vous focalisez beaucoup plus sur la sexualité. Est-ce que la sexualité ici fait référence à la capacité de production? La sexualité ne fait toujours pas référence à la capacité de production. Pas toujours. Parce que on peut être sexuellement actif sans toutefois être capable de procréer. Je ne sais pas si on peut parler des cas de stérilité. Pour procréer, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut matériellement pour procréer? Je préfère vous poser cette question comme ça. Pour procréer, pour qu'il y ait procréation, oui. Il faut qu'il y ait accouplement. Organe mâle, organe féminin. Oui. Voilà, il faut qu'il s'accouple et puis il y a fécondation. Après la fécondation, nous avons l'œuf, nous avons le fœtus qui se développe et puis nous avons un enfant. Okay. Bon, et lorsque nous essayons d'observer dans le Grand Nord, ces papas et ces grands-pères-là qui prennent pour épouse des jeunes filles, 9 ans, 10 ans, 11 ans, est-ce que ces filles-là, d'une manière physique, présentent déjà tous les atouts? Madame Adjara Abdoulaye, vous qui venez de cette région du Cameroun. Non, ces filles n'ont pas encore bien leurs organes. Bon, ils n'ont pas tout fini encore leurs organes féminins. Est-ce que vous avez eu un cas pratique? Peut-être une voisine qui a été victime de tel service? Oui. Ou alors... Oui, j'ai déjà eu un cas pratique, c'est-à-dire une jeune fille qui avait 12 ans.
lui fait un mariage précoce. Mariage précoce qu'elle ne voulait pas, mais le papa passait son temps à prendre les biens d'un homme. Après avoir pris le bien d'un homme, il envoie seulement sa fille en mariage. Et là maintenant, le mari aussi prend la fille comme il veut. Et que j'ai donné la dot chère à ton papa. Je fais de toi comme je veux. Et là maintenant, il a enceinté la fille. Au moment il faut qu'elle accouche, il fallait qu'on la fait accoucher par césarienne. Oui, et encore l'enfant était mort-né. Le bébé est sorti mort-né, le fœtus. Et la césarienne peut-elle avoir des conséquences directes sur la victime? J'appelle ici victime celle qui endosse cette responsabilité d'accoucher par césarienne. Ici, on parle de la femme ou bien toujours du cas adolescent? Nous parlons de l'adolescente, la femme jeune qui accouche, parce que à entendre Madame Abdoulaye Adjara, ça a été un cas où la fille n'avait pas encore toutes les potentialités de mettre sur pied un bébé. Oui, donc nous ciblons essentiellement la jeune fille. Oui, la césarienne a un très très grand risque pour la jeune fille de 12 ans. Puisque la césarienne est une opération au cours de laquelle il y a, je ne sais pas, on va ouvrir l'utérus, si je parle ça en termes crus, on ouvre l'utérus, on ouvre le bas-ventre, lorsqu'il y a déjà une cicatrice au niveau de l'utérus de la jeune fille, c'est un grand problème pour les grossesses à venir. C'est un très très grand problème pour sa santé. Ok. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous parlons de la santé reproductive. La santé reproductive qui s'inscrit dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'OMS, du programme de l'OMS. Et ce domaine intéresse beaucoup plus le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Je vais donc vous indiquer, chers téléspectateurs, de suivre ce reportage de Carole Tepa. À Yaoundé comme ailleurs, jeunesse rime souvent avec quête de liberté, découverte, curiosité sur le monde, désir d'exploration multiforme, fantaisie avec les autres et avec soi-même. Aventure sur cette vie qui est alors souvent perçue comme un vaste instant de plaisir. Vie de sourire et vie de larmes, à la recherche et à la construction de cette identité, dont la tragédie hante les cœurs des millions d'hommes et de femmes. Le sida. Le sida qui fait parler nourrit des recherches, s'invite dans les discussions publiques, alimente les inquiétudes et justifie des formations semblables à celles que l'UNESCO a coutume de prodiguer dans bon nombre de pays. Formation à périmètre réduit, repris par la société civile, mais à l'extension large qui porte au renforcement des capacités des jeunes leaders et des encadreurs de jeunes en santé de reproduction des adolescents. Les différents lieux où nous sommes allés auprès des communautés musulmanes, nous avons appris que mener une bonne sensibilisation, c'est-à-dire qui intègre aussi bien des aspects culturels, peut amener des personnes qui sont résistantes à la planification familiale et également à la prise des contraceptifs par les jeunes adolescentes. Ces personnes résistantes peuvent être transformées. Au niveau des peuples et populations encore enracinées, au poids des cultures et traditions. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où la tendance démographique en Afrique est de 2,2% au-dessus de la tendance mondiale, la santé reproductive est de plus en plus intéressante en ce sens qu'elle permet de contrôler les naissances, d'inciter les femmes à utiliser les contraceptifs, d'inciter les femmes ou bien surtout au personnel de santé d'assister les femmes lors de l'accouchement
Et cela a aussi l'avantage de réduire le taux de décès. Briser des préjugés portés par une forte culture traditionnelle au sein de laquelle la place de la femme est malheureusement reléguée au second plan. En sensibilisant plusieurs acteurs, ce que nous avions eu à faire, c'est que nous avons d'abord constitué des équipes. Nous avons constitué des équipes constituées de plusieurs acteurs, les acteurs aussi bien des autorités traditionnelles, religieuses, aussi des associations, des organisations de jeunesse, ceux-là qui étaient partants pour le changement de comportement. Une fois ces équipes constituées, ces personnes ont servi de relais de sensibilisation auprès d'autres couches et sensibiliser leurs pairs sur les dangers que leurs sœurs, leurs filles ont si elles ne prennent pas par exemple des contraceptifs. Des questions restent déjà dites tabous sur l'usage des méthodes modernes de contraception et sur lesquelles il est désormais requis de lever le voile. L'initiative que vient de prendre le réseau des jeunes leaders des Nations Unies est à saluer parce que d'un point de vue anthropologie, il faut comprendre que la situation dans laquelle le Cameroun se trouve et l'Afrique en général, c'est un peuple qui est encore ancré dans les traditions. Donc il faudrait amener ces différentes sociétés, notamment les jeunes qui sont appelés à porter demain la relève, assurer la relève du pays, d'être imprégnés sur ces questions de la santé de reproduction, des questions qui sont assez pertinentes au moment où le 21e siècle, avec tout ce qu'on a, l'explosion démographique des peuples, avec les questions de réfugiés, des peuples, où on voit de plus en plus dans des familles où plein d'enfants naissent sans que les naissances soient contrôlées. Il fallait briser ces tabous et un discours comme celui-là ne peut qu'être le bienvenu dans ce contexte-là qui est celui de pauvreté. Parce qu'on le sait, on ne le dira jamais assez, les objectifs du développement durable visent vraiment à faire sortir l'ensemble de ces populations du giron de la pauvreté. L'atteinte des objectifs de développement durable passe également par une maîtrise de la démographie, mais également par un respect des droits fondamentaux, dont le droit à la vie, ainsi qu'à une sexualité responsable. Vous êtes donc bel et bien sur votre émission Objectif Zéro. Aujourd'hui, nous nous intéressons au troisième objectif, accès à la santé, donner aux individus les moyens de mener une vie saine et aider le bien-être de tous et à tous les âges. Aujourd'hui, nous nous intéressons en profondeur sur la santé reproductive. Nous allons encore donner la parole à nos invités. À ma gauche, j'ai Madame Adjara, spécialiste en santé publique. À ma droite, j'ai également Madame Adjara, qui est leader des associations. Je vais d'abord me pencher vers vous. À quoi renvoie la sexualité? D'un point de vue global, à quoi renvoie la sexualité? Nous constatons que c'est un sujet tabou dans les familles aujourd'hui. Peu de personnes en parlent. Dans les écoles, c'est à peine qu'on évoque cette notion de sexualité. D'après vous, en tant que leader d'association, à quoi renvoie cette notion de sexualité? La sexualité parle beaucoup plus de jeunes, oui, c'est-à-dire... Est-ce que la sexualité se vit beaucoup plus en milieu jeune? Est-ce qu'on en parle? Comment vous comprenez cette notion de sexualité? Oui, se vit beaucoup au milieu de jeunes, c'est-à-dire par la sensibilisation, par l'éducation et les causeries éducatives. Effectivement, c'est ce que votre association s'attelle à faire alors. Oui. Et quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour essayer de sensibiliser ces jeunes-là? Des mécanismes donc de prendre part pour qu'ils écoutent bien les causeries éducatives. Oui. Les causeries éducatives, mais quelles par exemple? Essayez un peu de bien nous éclaircir cet aspect de choses. C'est-à-dire une jeune fille, comme par exemple chez nous les musulmans, une jeune fille ne doit pas faire les rapports sexuels avant le mariage. Il faut qu'elle s'abstienne. Elle attend le jour de son mariage, elle peut mieux faire avec son mari. Bon, après cela, si tu fais les rapports dehors,
sans te marier. Si tu vas chez ton mari, tu n'auras pas de valeur, il ne va pas te respecter. Dis donc que l'âge limite de la virginité dans ces régions-là, c'est 10 ans, 11 ans, parce qu'on a l'impression qu'à 10 ans, une femme est déjà prête pour le mariage. Non, chez nous, avant, à 12 ans, on se mariait, mariage précoce. Mais maintenant, tu peux te marier le moment venu. Si tu as ton partenaire qui t'aime, ton fiancé, il peut venir se présenter, vous marier, même à 19 ans, 20 ans en montant. La virginité n'a pas d'âge. Tu peux t'abstenir jusqu'à le jour du mariage. Ok. Ça veut dire donc que la culture a un très grand impact dans ce phénomène de sexualité? Oui. Comment ça? Parce qu'à un moment donné, on a observé qu'il y avait d'autres phénomènes qui entraient en jeu. L'excision, par exemple. Oui. À quoi ça sert, l'excision? L'excision, c'est aux jeunes filles pour ne pas être excitées. Par exemple, comme chez les Arabes le font parce qu'ils ne veulent pas leur fille, quand ils voient un homme, elle soit excitée, ou bien qu'elle reste comme ça, elle est gênée, ils ne veulent pas ça. Donc quand ils ont une fille, chez eux, ils n'ont pas l'âge pour enlever ça. À partir peut-être de 7 ans, comme chez l'homme, ils peuvent enlever jusqu'à peut-être 18 ans. Ils enlèvent chez une fille. Ça veut dire que ça existe encore ça existe dans les autres cultures, c'est-à-dire, mais surtout chez les Arabes. Et chez les Fulbé, à Oussa, il n'y a pas ça. Mais plutôt, c'est les Arabes qui le font. Mais maintenant, ils le font en cachette parce qu'on interdit cela. Avec les droits de l'homme. Oui, ils refusent cela. Je vais me tourner vers vous, madame. Vous comprenez très bien ce que la leader d'association est en train d'évoquer comme conséquence. D'un point de vue scientifique, est-ce que l'excision a des conséquences sur la santé sexuelle ou alors la santé reproductive de la jeune fille? L'excision a un très grand risque dans la santé sexuelle. Quels sont ces risques d'une manière globale? D'une manière globale, nous pouvons citer les IST, les infections, le VIH, parce que oui, on excise la jeune fille avec quel genre d'objet. Parfois ce sont des lames souillées, des objets souillés. On a eu à utiliser sur une tierce personne et on vient encore utiliser sur l'autre. Il y a le tétanos, donc il y a la jeune fille est exposée à plusieurs infections. Donc il y a ça de 1. Et puis de 2, je pourrais dire que le clitoris, Dieu n'était pas bête pour le placer là où il est là. C'est un organe qui est érectile. La femme doit jouir pendant un rapport sexuel. Et maintenant, quand on lui ôte ça, donc, qu'est-ce qu'elle est? Oui, elle devient frigide. Elle ne pourra pas tout à fait. Elle ne pourra pas satisfaire son mari lors d'un rapport sexuel. C'est vrai, ils ont enlevé aujourd'hui. Et demain, lorsqu'elle sera mariée, elle sera une femme frigide. On a donc l'impression que chez eux, par exemple, ils ne se préoccupent pas tellement de la femme. Elle est là comme outil de procréation. Tout à fait. Chez eux, la femme est comme une chose, c'est comme un objet qui est là pour procréer, qui est là, qui n'a pas droit à la parole, qui est juste comme un objet ou bien une chose qui est là pour faire des enfants, c'est tout. Oh, c'est tout à fait le contraire. Ok. Et madame, l'association, vos associations généralement, quelles sont les procédures? Est-ce que vous vous rapprochez de ces familles, de ces jeunes filles qui sont victimes de ces phénomènes-là? Oui. Comment ça se passe? Vos descentes, vous organisez des meetings, des réunions? Comment vous fonctionnez intégralement? Nous fonctionnons à base de descentes sur le terrain. C'est-à-dire, si on finit la réunion aujourd'hui, on se dit, la semaine prochaine, on serait chez elle pour aller voir son cas et parler à sa maman ou à son papa. Voici comment il faut faire. On lui donne un peu les conseils. Bon. Et au cas que si elle refuse, bon, on voit un centre de santé proche ou bien on voit aussi les conseillers qui nous dépassent. On peut les introduire pour nous accompagner. Est-ce que ces jeunes filles-là s'ouvrent généralement à vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous les sondez ou bien elles viennent exposer leur cas en pleine association? Comment ça se passe concrètement? Quand nous finissons notre association, par exemple, nous commençons à 14h30 et nous finissons à 16h. Il y a souvent les divers, je demande
il faut que chaque personne s'exprime. La personne qui a à nous dire, elle doit s'exprimer concernant la santé, mariage, autres, les problèmes. Bon, nous essayons d'arranger. Si nous regardons, c'est un cas, nous prenons le temps et le rendez-vous pour lui dire que tel jour nous serons là-bas. Et si on voit qu'on peut aller, nous, les membres de l'association, sans une autre autorité, on assiste nous seuls. Et si on voit que le cas est un peu grave, on cherche à rencontrer une autorité pour nous accompagner. Et parfois, vous êtes refoulé par ces parents-là. Est-ce qu'ils vous accueillent? Oui, il y a certains parents qui nous accueillent, ils sont contents. Il y a certains qui nous fusent. Et l'association, elle est composée uniquement des jeunes filles ou alors comment ça se passe? L'association est composée à but non lucratif, c'est pour tout le monde, c'est national. C'est national, c'est-à-dire c'est hommes-femmes, c'est mixé, il y a les petits, bamleke, un peu de tout, Hausa, Peul, arabe, nous sommes mixés. Okay. Est-ce que vous autorisez les mariages entre vous, par exemple? S'il y a des mariages que vous organisez au sein de l'association, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des hommes et des il y a les femmes, mais pour le gars, pour le moment, il n'y en a pas. Mais il y a les membres qui se marient, même quand on assiste pour eux, on donne le cadeau, on danse. Mais entre-temps, il n'y a pas encore eu un membre qui a l'autre membre. C'est tendance qu'il y a Je vais revenir à vous, madame. Est-ce que, comme elle est en train d'expliquer, le non-contrôle de naissance, là, quels sont, comment ça se passe? Non-contrôle, qu'est-ce qui est à l'origine du non-contrôle de naissance? Nous voyons qu'on embraye légèrement sur le terrain de la contraception. Par exemple, essayez un peu de mieux éclaircir nos téléspectateurs. Le non-contrôle de naissance est la plupart du temps lié au manque de contraception, à la non-contraception par un couple. Oui. Lorsqu'un couple n'emploie pas une méthode contraceptive, on va se retrouver à un contrôle vraiment, à des naissances qui sont non contrôlées, à des naissances qui sont non désirées, parfois à des avortements, à plein de choses. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des IVG? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence entre avortement et l'interruption volontaire de grossesse? IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse, comme vous dites tantôt. Moi, je pense que c'est un mot... C'est pas un avortement, c'est toujours un avortement. Je pense que c'est un mot... C'est un mot diplomatique pour un peu masquer, parce que avortement c'est un peu cru. Pour essayer d'embellir. Voilà, avortement c'est un peu cru, c'est un peu comme tuer, c'est un peu comme assassiner. Maintenant quand on dit interruption volontaire, non, c'est la même chose. Et qui est coupable dans ce cas-là? Les deux, il y a celui qui fait avorter et celle qui se fait avorter. Les deux sont coupables, et le personnel de santé et peut-être la matrone, parce que ce n'est pas toujours le personnel de santé qui fait avorter. Parfois, les jeunes filles ou bien les femmes partent prendre des décoctions, je ne sais pas, des comprimés ou je ne sais quoi. Sur le plan traditionnel. Pas sur le plan traditionnel seulement, même les produits pharmaceutiques, les produits qu'on vend en route. Il y a celles qui se font même avec même les produits de la pharmacie, comme je le disais tantôt. Tous sont coupables. Et la jeune fille, et le personnel, et le vendeur. Et tous sont coupables. Sur le domaine beaucoup plus technique, est-ce qu'il y a une différence entre le planning familial, par exemple, et la contraception? On a toujours tendance à entremêler ces deux notions. La contraception, c'est quoi? Le planning familial, c'est quoi? Ce sont des notions qui entrent dans la santé reproductive. Tout à fait. La contraception, c'est une méthode qui est utilisée pour espacer les naissances, donc pour empêcher de concevoir. Maintenant, le planning familial, c'est une méthode-là qui permet de planifier la naissance. La contraception fait partie du planning familial, puisque pour planifier la naissance, on doit utiliser une méthode contraceptive. C'est un peu ça. Donc, la contraception fait partie du planning familial. Et le planning familial, c'est juste une méthode qui permet d'espacer les naissances. Ok, bien, chers téléspectateurs, nous allons vous inviter à suivre ce reportage de Stéphanie Agnew, lié sur la santé reproductive.
Ici, dans cette formation sanitaire de la région du Nord Cameroun, on peut les voir nombreuses, ces femmes vêtues de pagne et voiles qui rappellent à bien d'égards cette riche culture soudano-sahélienne. Parmi elles, bon nombre n'ont jamais entendu parler de la santé reproductive. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé reproductive en tant que droit est la condition de bien-être physique, mental et social liée au système reproducteur. Une réalité donc sujette à l'ancrage d'une localité encore dépendante de traditions difficilement accessibles au changement. Au Cameroun, le problème de mortalité maternelle est vraiment un problème très sérieux parce que, au lieu que le nombre de décès des femmes au cours d'une année baisse au fil des ans, nous constatons qu'au Cameroun, ce chiffre-là augmente. Et de 2007 à plus, nous avons arrêté plus de 1000 naissances vivantes. Plus de 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et quand on voit ça, c'est les chiffres au niveau national. Quand on descend encore au niveau de la région du Nord, on enregistre plus. Et il ne faut pas aussi oublier le fait que d'autres femmes meurent dans les communautés, d'autres femmes accouchent dans des conditions très déplorables dans les communautés. Ici, dans cette partie du nord du Niger, cet atelier de formation initié par des organisations de la société civile qui ont identifié, à côté de ces coutumes, des croyances religieuses qui relèguent malheureusement encore la femme au second rang. L'équipe, ce sont les autorités, c'est la communauté, c'est les agents de santé. Mais RRI, comme je l'ai dit, il n'y a pas RRI sans innovation. Il n'y a pas RRI sans histoire. Ce qui veut dire que, comme vous êtes en train de partir, ceux qui vont revenir à mi-parcours, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas d'innovation, sachez que vous n'avez pas mené une IRR. Et donc, allez donc dans ce sens-là. Ce qu'on vous recommanderait, c'est d'avoir déjà, pour sortir d'ici, une grande réunion que vous allez faire, bien faire comprendre les enjeux, comme certains l'ont dit. Parce que communiquer avec les relais et autres acteurs avec lesquels vous êtes en train de travailler, ce n'est pas juste de leur dire allez faire la sensibilisation. La sensibilisation va porter sur quel message pour que les gens puissent adhérer à votre message. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent comprendre? C'est surtout les conséquences qui font que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent changer. Un axe d'intervention qui vise à toucher ces couches vulnérables depuis leur base, dans une approche participative et par le biais d'une plus grande sensibilisation. On va travailler sur les indicateurs de PF, TF, les accouchements assistés, les consultations nourrissons, les vaccinations en VAR et les accouchements assistés. Par exemple, nous au CSU de Yungu, on veut rehausser le taux à avoir 522 en PF. En PF 522 nouvelles et 121 nouvelles des adolescents en PF. Plusieurs statistiques indiquent que les grossesses non désirées représentent 50% de la totalité. Un chiffre qui met l'accent sur l'existence d'avortements à haut risque et de maladies vénériennes de tout type. On estime que 600 000 femmes meurent chaque année en raison de complications obstétriques. Un combat que la sensibilisation et l'éducation amorcée par cette organisation de jeunes portera des fruits si ce dernier est suivi de bout en bout par divers secteurs de la société. Bienvenue une fois de plus encore, madame, monsieur, sur ce plateau. Vous êtes bel et bien sur Objectif Zéro. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la santé reproductive. Celle-là qui implique la possibilité d'avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre, ainsi que la liberté pour toute personne de choisir d'avoir des enfants, si elle le souhaite bien sûr, et quand elle le désire. Je vais donc passer la parole à Madame Adjara, qui est leader d'association,
pour essayer de nous expliquer, chez vous, là, le planning familial, est-ce une théorie pratique? Comment ça se passe, le planning familial? Ça existe au Grand Nord, par exemple? Par exemple, au Grand Nord, le planning familial n'existe pas chez certains maris. Bon, parce que certains maris n'aiment pas le planning familial. Ils n'acceptent pas que leur femme utilise cela. Parce qu'ils veulent beaucoup d'enfants. Ils disent qu'il faut beaucoup d'enfants pour voir leur richesse, quoi. Bon. Ils n'acceptent pas le planning familial parce qu'ils disent que les injections, soit la pilule, le Nopla, que les femmes font, ça va leur donner le cancer. Et par contre, c'est juste un prétexte qu'ils font pour ne pas accepter que leurs femmes font le planning familial. Donc pour eux, le fait d'avoir beaucoup d'enfants est synonyme de richesse? Oui, synonyme de richesse, pour voir leur richesse, pour les bœufs, un peu de tout. Comment ils expliquent ça? Ça veut dire que les enfants deviennent à peu près comme du bétail, ils sont là pour produire la richesse? Bon, chez eux, ils n'aiment pas les espacements de naissance, c'est-à-dire l'autre est dans le ventre, l'autre au dos, oui, l'autre à la main. Oui, l'autre à la main, bon, au fur et à mesure. Ça veut dire que par famille, on peut aller à 11, 12, 13 enfants, par exemple? Bon, on peut dire 8, 10. Est-ce que vous connaissez une famille qui a des enfants en nombre réduit, par exemple? Oui, dans l'autre dans le ventre, l'autre au dos et l'autre marche. Il y en a les familles qui sont comme ça. Et j'ai déjà vu chez une voisine. Son mari ne veut pas qu'elle fasse la contraception. Quand je lui parle souvent, parce que moi souvent j'ai les activités qui font partie de planning familial. Quand on m'informe, je l'informe que non, comme tu vois là, il faut espacer la naissance des enfants. Elle me dit non, mon mari s'il attrape, il va me bastonner. Bon. Des violences sexuelles, en fait. Des violences sexuelles, il ne veut pas comprendre cela. Et moi aussi, je n'ai pas cherché à trop... On peut donc assimiler cela au viol, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de méthode à tout. Ok, madame, je vais me tourner vers vous. Le planning familial, en quelque sorte, est-ce qu'il y a des procédures à adopter? Comment ça se passe, le planning familial? Dans le domaine de la santé publique, est-ce que vous organisez des séminaires? Le planning familial, on le fait le plus à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, on le fait le plus à l'hôpital. Il y a la sage-femme, il y a les infirmières, il y a le personnel de santé qui est bien disponible. Je pense que dans chaque structure sanitaire, il y en a au moins un. Dans chaque structure sanitaire? Oui, je dis au moins. Mais c'est ce que vous dites. Est-ce que c'est donc matérialisé sur le terrain? Parce qu'on a l'impression que ces gens-là, généralement, se préoccupent uniquement du volet financier. Est-ce que vous avez déjà vérifié pour voir? Non, pas toujours, hein. Pas toujours du volet financier. Parce que même dans nos centres de santé, au niveau des quartiers, on trouve toujours une unité de planning familial. Même dans les sous-quartiers, on en trouve toujours. C'est vrai que moyennant de l'argent, mais il y en a quand même. Ok. Bon, je vais me retourner à vous, madame. Dans des familles au nord, la culture, vous avez déjà abordé le pan culturel qui exige que chaque homme avec une petite femme puisse avoir un bataillon d'enfants. Est-ce que l'islam, par exemple, qui est votre religion, permet que cela se fasse? Que dit la religion à propos? Bon, à l'époque, la religion exigeait cela, mais maintenant, la religion n'exige pas cela. Et l'islam aussi a demandé quand une femme est déjà mûre, donc quand elle est déjà prête pour le mariage, elle peut partir. Donc on peut dire à l'âge de 15 ans à montant. À l'âge de 15 ans? Oui, à montant. Ok, je comprends très bien. Et bon, nous voyons généralement lorsque ces familles s'en vont dans les mosquées, les familles laissent, le chef de famille laisse les enfants à la maison et la femme à la maison. Est-ce qu'il y a un suivi véritable sur l'éducation de ces enfants-là? Est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation, le manque d'éducation est aussi une cause pour ces grossesses précoces-là? Une jeune fille qui évolue par exemple sans éducation au préalable, certainement est vouée à cet aspect de choses. Comment ça se passe concrètement? Bon, une jeune fille qui prend une grossesse précoce, ça veut dire qu'elle n'a pas été éduquée. Bon, par exemple, si elle a l'un de ses parents qui ne vit pas, soit le père, soit la maman, elle peut aller dehors et prendre la grossesse. Si elle n'a pas aussi
les causeries éducatives et les conseils, quoi. Et c'est là aussi les mauvaises compagnies. Elles peuvent aller tomber, prendre les grossesses précoces. Les mauvaises compagnies sont dues généralement aux personnes qu'ils côtoient ou qu'elles côtoient. Oui, les copines plutôt. Qu'est-ce que les copines peuvent dire par exemple à leurs amis? Vous avez déjà assisté par exemple, il y a les copines qui disent, bon, comme tu vois là, moi je suis déjà allée goûter, il faut aussi aller, c'est goûter bon. Goûter quoi? Est-ce que c'est le fruit défendu? Le fruit défendu. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que l'enfant de 5 ans qui nous écoute au quartier comprend très très bien? Le fruit défendu, entre-temps, bon, c'est un thème masqué, c'est-à-dire, bon, aller faire le rapport sexuel. Oui. Bon, je vais m'adresser à vous, madame. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir son premier rapport sexuel? Parce que là, nous parlons de la santé reproductive. La sexualité ou encore le sexe est un élément majeur dans cette affaire. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir son premier rapport sexuel? Âge en tant que tel, je ne dirais pas, mais je me dis que lorsqu'on a un rapport sexuel, on est exposé à une grossesse. Or maintenant, lorsque nous voyons le cas des adolescents, bon, l'adolescence, ça dépend, ça peut aller jusqu'à 18 ans, 20 ans. 18 ans, 20 ans, ça veut dire qu'à ce moment, on est déjà... Non, pas toujours. Moi, je sensibilise, j'encourage même les jeunes à être chastes jusqu'au moment du mariage, donc à s'abstenir. Quand je dis chasteté, peut-être c'est un peu trop. À s'abstenir jusqu'au moment du mariage, avec les IST que nous avons, avec toutes ces panoplies de maladies que nous avons dehors. Donc, il serait mieux d'attendre le mariage avant de consommer son premier rapport sexuel. Nous sommes dans la santé reproductive. Vous avez évoqué un thème tout à l'heure, la chasteté. Est-ce que la chasteté a un impact sur la santé physique même, que ce soit l'homme, que ce soit la femme? Le fait de rester comme ça, est-ce qu'il y a des conséquences? Non, même d'un point de vue psychologique? Non, il n'y a pas de conséquences. Et que pensez-vous de ceux qui disent qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, par exemple? Vous avez déjà entendu parler? Oh, si, ça c'est un jargon du quartier, mais je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a des femmes qui ont leur premier rapport sexuel à 30 ans, mais elles n'ont pas de problème. Elles ne sont pas malades, comme on dit, elles vont être malades ou bien elles vont être ci ou ça. À 30 ans, le premier rapport sexuel, il n'y a pas de souci. Madame dit 30 ans, est-ce qu'au Grand Nord ça existe? Ça existe. 30 ans, 32 ans même, ça existe. C'est rare. Oui, non, c'est pas rare, ça existe. Il y a certains vraiment qui gardent leur virginité jusqu'au jour de leur mariage. Est-ce que dans l'association, vous avez des personnes, je ne sais pas, qui donnent dans notre association, nous avons. Qu'est-ce que ces personnes disent concrètement? Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire le rapport sexuel maintenant, sauf le jour de leur mariage. Moi aussi, je ne peux pas le faire, sauf le jour de mon mariage. Et ces personnes-là ont grandi où? Puisque vous dites que avec le contexte culturel, il est presque impossible qu'une fille atteigne 15 ans, puisque les parents sont les premières personnes à imposer le mariage à leurs filles, à leurs enfants. Bon, ça c'était à l'époque, mais maintenant c'est... Même jusqu'à 20 ans, 30 ans, tu peux te marier. La modernisation. Oui, c'est modernisé, c'est déjà modernisé. Tu peux te marier au moment venu. Quand tu as déjà ton fiancé, il vient se présenter, vous marier. Et c'est mieux l'abstinence. L'abstinence est la meilleure chose à faire pour toutes les filles, les jeunes filles. Mieux l'abstinence et garder sa virginité. L'abstinence. Oui. Bon, madame, nous revenons à vous. Quelles sont les méthodes pour s'abstenir? Essayez un peu d'éduquer nos téléspectateurs. Les méthodes pour s'abstenir. Il y a des gens qui ne savent pas. Des méthodes pour s'abstenir, oui, je dis bien. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Est-ce qu'il faut fuir les gens? Est-ce qu'il faut se cacher dans sa chambre? Puisqu'à chaque fois qu'on est frotté aux gens, on est toujours tenté. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes gens-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'abstenir? Pour s'abstenir, ma question a tout son sens. Oui, elle a tout son sens, bien entendu. C'est vrai, c'est un peu difficile. Et c'est vrai, nous vivons dans une société, on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas se cacher. Nous allons à l'école, nous allons au travail, nous sommes en perpétuelle
contact avec les gens. Moi, je pense que tout ça, ça dépend de l'objectif que la personne elle-même s'est fixé. C'est vrai que tu peux te fixer un objectif, mais après, bon, c'est un peu difficile. La société essaye de vous noyer dans comme on dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. C'est vrai, c'est un peu difficile, mais on peut y arriver quand même. On peut y arriver, ça dépend si on a des objectifs à atteindre et qu'on est vraiment calé sur ces objectifs-là. Je dirais aussi que les parents ont aussi un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants, garçons comme filles. Je pense qu'ils ont leur part de rôle à jouer. Une maman qui éduque ses enfants par rapport à la sexualité, ou bien son garçon par rapport à la sexualité, moi je pense qu'elle gagnerait plus. Parce que l'enfant est proche de son parent. C'est le parent est le premier éducateur. Avant d'aller dehors rencontrer peut-être les copains, les copines ou bien les enseignants au niveau de l'école, les parents doivent d'abord jouer ce premier rôle-là. Là, vous parlez des parents en général, puisque nous avons un cliché, un cas précis où les parents parfois sont les premiers à encourager les enfants à s'amuser sur ce terrain bien précis. Bon, c'est vrai, mais tout ce que je pense que ce que nous avons à faire, c'est essayer de faire des sensibilisations. C'est vrai que ceux qui sont dans les recoins des villages, à l'arrière-pays, comme on dit, c'est un peu difficile. Mais je pense qu'avec les sensibilisations, avec les mouvements, les organisations qui naissent aujourd'hui, on peut toucher ces coins-là. On peut les sensibiliser avec les ONG, les associations. Voilà, faire des descentes sur le terrain, aller parler aux parents, aller parler aux enfants. Avec ça, je crois qu'on peut y arriver. C'est vrai, c'est un peu difficile de s'abstenir, mais en parlant, en éduquant nos enfants, on peut réussir. Je vais encore insister sur ce phénomène de mutilation. Vous nous avez dit tantôt que les mutilations peuvent avoir de graves conséquences. En dehors des conséquences physiques, quelles autres conséquences pouvons encore avoir concernant les mutilations? Il y a les conséquences psychologiques, bien entendu. Le traumatisme psychologique. Moi, je pense que c'est une situation qui va être gravée pendant toute la vie de la personne. Il y a la conséquence psychologique, ça apporte la frigidité, tout ça. La fille se retracte, même quand bien même elle devient mature, à l'âge de se marier, à l'âge d'avoir une vie sexuelle, elle se retracte. Et ça, c'est un très très grand problème. C'est un très très grand problème. Dans l'association, par exemple, est-ce que vous avez eu des cas de personnes qui ont été mutilées, par exemple? Non, nous n'avons pas encore eu le cas pour le moment. Et comment on pourrait être au courant, en dehors peut-être du témoignage que quelqu'un peut décider de faire? Quand vous affirmez comme ça, on a l'impression que vous avez d'autres méthodes pour vérifier cela. Comment ça se passe? Bon, à base des causeries, les divers, quand nous finissons notre séance, nous faisons les divers et là on tire un point pour les causeries santé, autres. Vous tirez des causeries pour faire quoi exactement? Bon, je tire les causeries pour apporter l'intention de chaque membre. Chaque membre doit s'exprimer, doit parler ce qu'elle a comme occupation, comme les petits problèmes de santé et autres. Est-ce que cette association-là contient en son sein uniquement des gens qui viennent de la même région ou alors c'est une association qui accepte tout le monde? Ça accepte tout le monde, c'est ouvert, c'est national, c'est pour tout le monde, à but non lucratif. Ok, pour parler de national, national fait allusion au gouvernement. Je vais revenir à madame. Quels sont les moyens ou alors les stratégies que le gouvernement met alors en place pour essayer de sensibiliser, de prendre à bras le corps ce problème de santé reproductive? Nous avons tout d'abord le ministère approprié, le ministère de la Santé publique, qui joue un très grand rôle dans la sensibilisation, je crois, à travers le personnel de santé dans les structures sanitaires. Donc, ils sont ouverts. Il y a le ministère de la promotion de la femme et la famille, oui, qui joue ce rôle-là. Nous avons aussi certaines ONG, les ONG même dans l'ordre international comme UNICEF et autres qui jouent aussi ce jeu-là.
Bon, pour faire allusion à l'actualité, nous préparons le 8 mars. Dans l'association, comment ça se passe? Quelles sont les activités que vous avez organisées pour essayer de rejoindre ces femmes-là qui préparent le 8 mars? L'activité que nous avons organisée... Activité majeure. Oui, majeure. Nous allons d'abord défiler. Hommes comme femmes. Hommes comme femmes. Pour nous accompagner. Oui, oui. Après, nous allons préparer et faire une petite cérémonie avec nos petits cabas. Et c'est tout. Ok, vous, madame, quelle impression avez-vous concernant les préparatifs du 8 mars? Le 8 mars, bon. Pour sortir de cette émission, c'est quand même l'actualité. Oui, oui, tout à fait. Le 8 mars, comme d'habitude, ça se passe comme d'habitude, les débats, les discussions, des sensibilisations par rapport aux femmes. Les fêtes dans les bars, à gauche, à droite, tout ça. Les fêtes dans les bars, le défilé, la nourriture, nous avons tout ça. C'est toujours la même ambiance de tout le temps, de chaque année. Ok. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Okay. Merci aussi. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous nous sommes rendus au terme de cette émission, Objectif Zéro. Votre émission qui met en exergue les 17 objectifs du développement durable pour l'épanouissement et le bien-être des populations. À la prochaine édition. Bonne soirée.